Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Une délégation marocaine est en visite au Vatican. L'archevêque de Rabat est l'un des 13 hommes d'église qui viennent d'être élevés au rang de cardinal par le pape François. Un acte visant à encourager le dialogue entre les religions. L'agriculture comme levier pour l'emploi des jeunes, c'est le thème de la foire agricole internationale de Dakhla. Les producteurs de la région Dakhla Ouad Dahab prennent part à cet événement aux côtés de participants venus de France, d'Espagne, d'Italie ou du Bahreïn. La saison de chasse débute aujourd'hui, un moment très attendu par les 70 000 chasseurs que compte le royaume. Exemple dans cette édition, dans la région de l'Oriental, dans la forêt de Tissouriine, connue pour la chasse à la perdrix. De la littérature à la fin de ce journal, à Marrakech, 40 écrivains d'origines diverses ont débattu de l'écriture, de l'oralité et de la place du livre dans la société contemporaine. Ils ont également récompensé les nouveaux talents marocains de la nouvelle, un art littéraire à part entière. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition par la visite qu'effectue une délégation marocaine au Vatican. Le Saint-Siège, où le pape François a procédé à l'élévation de 13 nouveaux cardinaux, dont l'archevêque de Rabat. Une décision qui symbolise la volonté d'encourager le dialogue interreligieux et le vivre ensemble, suite notamment à la visite historique du pape François au Maroc en mars dernier. Aujourd'hui, une messe du souverain pontife s'est tenue avec les nouveaux cardinaux. Reportage de notre envoyé spécial Abdelftah Moumen, le récit est de Rizlan Taibi. C'est la première messe dominicale au Saint-Siège à laquelle participent les 13 nouveaux cardinaux depuis leur élévation hier par le pape François. La délégation marocaine présidée par le chef de la diplomatie Nasser Bourita était aux premières loges à la basilique Saint-Pierre pour prendre part à cette cérémonie. Parmi ces nouveaux hauts dignitaires qui forment la plus haute sphère de l'église romaine figure Cristobal López Romero qui a officié comme archevêque de Rabat durant plus de 10 ans. Je suis très heureuse que le père Cristobal ait été nommé cardinal. C'est très important qu'il y ait un cardinal au Maroc. Ça montre que notre petite église au Maroc, elle est bien vivante. Pour de nombreux ecclésiastiques au Maroc comme à l'étranger, le choix de l'archevêque de Rabat pour devenir cardinal dénote l'importance du rôle joué par le Maroc dans le dialogue des religions. Vous savez que le pape a fait un voyage au Maroc alors qu'il y ait un Marocain qui soit créé cardinal. Ça montre l'ouverture de l'Église catholique au monde entier. Le discours de Sa Majesté était basé sur l'amour. Et donc, à travers ces discours, on se rend compte tout simplement que musulmans comme chrétiens, eh bien, nous sommes pareils, puisque nous tous, nous basons sur l'amour. Le chef de la diplomatie marocaine a aussi affirmé pour sa part que la décision du souverain pontife d'élever l'archevêque de Rabat à la haute dignité de cardinal inscrit dans la durée la convergence du pape François et de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, sur les idéaux de la foi agissante et du vivre ensemble. Restons en Europe avec les élections législatives au Portugal. Les socialistes du Premier ministre António Costa sont les grands favoris du scrutin, mais ils ne devraient pas obtenir de majorité absolue au Parlement. Les socialistes dirigent le gouvernement portugais depuis 2015 avec le soutien de la gauche radicale. Ils devront de nouveau chercher l'appui de formations politiques minoritaires pour constituer une équipe gouvernementale. Des législatives se tiennent également en Tunisie, un scrutin à l'issue incertaine. 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leurs représentants au Parlement. À la mi-journée, le taux de participation était de 23%. Des législatives organisées entre les deux tours d'une élection présidentielle dans un contexte marqué par le rejet des formations politiques traditionnelles. Oussama Al-Bqali. En cette matinée électorale, les premiers votants sont déjà présents devant les bureaux de vote. 7 millions de Tunisiens sont attendus aux urnes pour choisir qui, parmi les 15 000 candidats, représentera le peuple au Parlement. Le chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed, a voté en fin de matinée dans la banlieue de Tunis. Perdant au premier tour, l'homme d'État a appelé les Tunisiens, les jeunes notamment, à voter massivement. Si les attentes du peuple tunisien ne sont pas réalisées cette fois-ci, aux prochaines élections, il n'y aura même pas 1% du peuple pour voter. Je fais confiance au peuple. Les politiciens ne peuvent pas n'en faire qu'à leur tête. Le peuple est là et il ne se taira pas.
Avec un taux de participation de 23,5% à 14h30, les élections législatives promettent plus de votants qu'au premier tour des présidentielles, qui n'avaient connu que 7,3% de participation. Si les observateurs félicitent les organisateurs des législatives pour le respect des délais, leur maîtrise technique, ils relèvent un manque de compréhension des procédures de la part des électeurs. Paisible, très calme et avec une bonne application professionnelle des règles par les teams et par les équipes de bureau des votes. Le changement de calendrier dû à la mort, l'événement triste de la mort de M. Seps, n'a pas facilité vraiment peut-être la compréhension des procédures par les électeurs. Des élections déterminantes dans un pays où le Parlement est chargé des questions préoccupant le plus les Tunisiens, l'économie, le chômage, les services publics et l'inflation. Si certains partis ambitionnent de conserver ou de faire une entrée remarquée dans l'hémicycle, ce sont les indépendants qui pourraient créer la surprise, être propulsés à la première place. En Irak, le mouvement de contestation se poursuit. Les affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont fait plus de 100 morts depuis mardi dernier dans la capitale Bagdad et dans d'autres régions du pays. Pour tenter de calmer la colère des protestataires, le gouvernement annonce aujourd'hui des mesures sociales. Hind Ben Abdenbi. De nouvelles mesures sociales, c'est ce que propose le gouvernement irakien pour calmer les manifestants. Une annonce faite ce matin dans l'espoir de mettre fin à une contestation populaire au cours de laquelle près de 100 personnes ont été tuées en moins d'une semaine. À l'issue d'un conseil extraordinaire, le gouvernement irakien a adopté un décret comprenant 17 mesures sociales allant de l'aide au logement à l'allocation de pension aux jeunes sans emploi. Le cabinet a également ordonné l'installation de halles pour les vendeurs ambulants dans une tentative de créer de nouveaux emplois, notamment parmi les jeunes, dont 1 sur 4 est au chômage en Irak. Le chômage des jeunes est le premier moteur de la contestation lancée mardi. L'ONU a appelé hier à la fin des violences, au 5e jour d'un mouvement spontané qui réclame le départ du gouvernement accusé de corruption. Un gouvernement qui a violemment réprimé la contestation depuis mardi. Selon la Commission gouvernementale des droits humains, au moins 99 personnes ont été tuées et quelques 4000 blessés. La plupart des manifestants tués l'ont été par balle, selon des sources médicales qui avaient indiqué vendredi que 6 policiers étaient morts depuis le début des manifestations. Retour au Maroc avec la clôture à Tanger des journées portes ouvertes de la Sûreté nationale. L'événement a connu un fort engouement du public qui a pu découvrir les différentes missions de la police. Ces journées ont également permis de présenter des unités d'élite, comme celle chargée de la protection rapprochée des personnalités. C'est un reportage de Sdir Mzina, Farid Reitou et Fadel Sadouni. Le récit est de Hind Ben Abdenbi. C'est une unité d'élite de la DGSN, la section des voyages officiels et protection rapprochée fondée en 1962. Composée de 700 agents de haut vol, elle est spécialisée dans la protection des voyages officiels, des convois internationaux et des personnalités. Et c'est une volontaire du public qui joue ici le rôle de la personnalité à protéger. Ils m'ont soulevé et placé dans la voiture pour me protéger. Je ne connaissais pas l'existence de cette unité au Maroc. Cet exercice vise à montrer comment cette unité fait face à ce type d'attaque et comment les personnalités sont évacuées. Autre unité qui suscite l'intérêt des visiteurs, la police équestre, présente sur les lieux difficilement accessibles aux véhicules et aux patrouilles motocyclistes. Cette unité garantit également la sécurité au cours des grandes manifestations sportives et artistiques. Les agents de la police montée sont formés à l'école de cavalerie de la police. L'école de cavalerie se charge tout d'abord des missions de formation et d'entraînement. La police équestre agit ensuite en soutien aux équipes de la DGSN stationnées dans les différentes régions du royaume. Il y a enfin l'application dans les différentes activités sportives et artistiques. Des cellules qui viennent s'ajouter aux multiples unités qu'abrite la Direction générale de la Sûreté nationale, comme les services de télésurveillance urbain, les groupes d'intervention rapide, la police cynotechnique ou encore la police scientifique. Un ensemble de services qui visent à maintenir la sécurité du citoyen et que les visiteurs ont pu découvrir lors de ces journées portes ouvertes. Faire de l'agriculture un levier pour l'emploi des jeunes, c'est l'objectif des projets présentés à la Foire internationale de Dakhla, une foire agricole qui en est à sa 4e édition. Les producteurs de la région Dakhla Ouad Dahab prennent part à cet événement aux côtés de participants venus de France, d'Espagne, d'Italie ou du Bahreïn. C'est un reportage de Zakaria Abdelmjid et Nizar Bouhout. Le récit est de Amina Ben Khalq.
C'est une incontournable plateforme d'échange. Elle réunit pour une 4e édition à Dakhla des professionnels marocains et internationaux pour parler des nouveautés du monde agricole. Au total, 200 exposants ont eu l'opportunité de faire connaître leur activité. C'est la première fois que nous sommes présents à la foire de Dakhla. Nous sommes venus ici pour aider les agriculteurs, pour améliorer l'agriculture, pour donner un main pour le travail. Cet événement nous permet de faire connaître nos produits, surtout que notre coopérative s'apprête à développer son activité et à recruter tout un effectif capable d'accompagner notre conquête de nouveaux marchés à l'échelle nationale. Et parmi les pôles les plus convoités de cette foire, cet espace dédié au conseil agricole. Des experts sont là pour répondre aux nombreuses questions d'agriculteurs soucieux d'améliorer le rendement. Cet espace est composé de 6 ateliers qui ont pour mission d'aider les agriculteurs et de les orienter vers les dernières technologies et méthodes utilisées dans le monde agricole. Dakhla Ouad Dahab s'est transformé en véritable pôle agricole. Ce secteur constitue aujourd'hui un levier de développement qui permet aussi l'épanouissement professionnel des jeunes de la région. Parmi les centaines d'exposants, 20 coopératives régionales sont là pour promouvoir leur activité. Entre lait de chamel, viande de dromadaire et miel, elles produisent certains des produits phares de Dakhla Ouad Dahab. C'est parti pour une nouvelle saison de chasse. Le démarrage officiel a eu lieu aujourd'hui, un moment très attendu par les 70 000 chasseurs que compte le royaume. Une activité encadrée pour protéger les réserves de chasse et lutter contre le braconnage. Exemple dans la région de l'Oriental, plus précisément dans la forêt de Tissouriyin, près de Jrada, connue pour la chasse à la perdrix. C'est un reportage de Oussama Oufkir et Younes Nassiri. Le récit est de Oussama Al-Bqali. La saison de la chasse s'est ouverte aujourd'hui à Oujda, dans la région de Jrada. Les chasseurs de la région pourront chasser toutes les espèces, exception faite pour la tourterelle, gibier migrateur. 72 lots de chasse associative et 2 lots touristiques sont ouverts aux porteurs de carabines. C'est un beau jour de chasse, en tout cas pour les chasseurs de perdreaux. C'est un bon sport, on marche et on entretient notre santé. Pour éviter le braconnage, le Haut Commissariat des eaux et forêts a fixé quelques règles. Un nombre limité est imposé par race de gibier et la surveillance sur le terrain a été accrue. Nous vérifions les documents des chasseurs, l'autorisation de port d'armes, l'autorisation de chasse, la carte de chasseur, la carte associative et enfin l'assurance. Nous nous assurons de l'application de la politique d'encouragement du gouvernement, de la chasse associative et touristique. Les forêts de l'Oriental s'étendent sur une superficie estimée à 2,5 millions d'hectares et possèdent une biodiversité qui en fait une destination privilégiée des chasseurs. La saison dernière, la région d'Oujda a attiré plus de 7000 passionnés. Sport avec la 12e édition du marathon international de Casablanca. Une épreuve dominée par les athlètes kenyans qui sont arrivés en tête des courses masculines et féminines. Les athlètes marocains se sont quant à eux distingués lors du semi-marathon. Plus de détails avec Marwan Zghari. Sous un ciel légèrement nuageux, le coureur kényan Sami Kigen Korir a remporté la 12e édition du marathon international de Casablanca, enregistrant un nouveau record avec un chrono de 2 heures 8 minutes et 32 secondes. Chez les dames, c'est la Kenyane Liliane Djebitok qui a décroché l'or, suivi de la Marocaine Keltoum Bouassria. Je suis très heureux d'avoir décroché un nouveau record pour ce marathon. Même si les autres coureurs ont été très bons, j'ai pu m'imposer facilement. Je remercie les Casablancais de m'avoir encouragé tout le long du parcours. Dans l'épreuve du semi-marathon, le podium est 100% marocain. Hamza Al-Mqartas est arrivé premier avec un chrono d'1 heure, 1 minute et 15 secondes. Abnasser Fathi a franchi la ligne d'arrivée à 22 secondes du leader. Mohamed Fathi complète lui le podium.
C'était une très belle course des athlètes de haut niveau. J'ai réussi à m'échapper dans les 5 derniers kilomètres. J'ai pu battre mon record personnel. Cette victoire n'est que le fruit de longues séances d'entraînement à Khouribga. Malgré la fatigue, après le semi-marathon de Marrakech la semaine dernière, j'ai réussi à canaliser mes forces pour la course d'aujourd'hui. Pour cela, je tiens à remercier mon coach pour ses encouragements. Cette 12e édition du Marathon international de Casablanca a connu un franc succès avec une participation de près de 5000 coureurs et un nouveau record établi après celui de 2013 tenu par le Kenyan Milton Rotich. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal avec les recommandations des assises des industries culturelles et créatives. Acteurs culturels et experts économiques étaient réunis ensemble pour la première fois à Rabat pour consolider le rôle de la culture comme facteur de développement. Après 2 jours de débats et d'ateliers, les participants recommandent l'élaboration d'un plan stratégique national pour les industries culturelles et créatives. Ils appellent également à renforcer l'arsenal législatif et les droits de propriété intellectuelle, à créer un fonds national de soutien et à encourager l'entrepreneuriat culturel. La culture comme vecteur de modernité, c'est l'esprit du festival Littérature itinérante à Marrakech. 40 écrivains d'origines diverses se sont retrouvés pour débattre de l'écriture, de l'oralité et de la place du livre dans la société contemporaine. Ils sont également allés à la rencontre du public sur l'esplanade de la Koutoubia avant de récompenser les nouveaux talents marocains de la nouvelle, un art littéraire à part entière. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Rencontrer son auteur favori, c'est le rêve de beaucoup de lecteurs. Un souhait réalisé grâce à cette séance de dédicace sur l'esplanade de la Koutoubia, où quelques 40 écrivains nationaux et internationaux ont pris plaisir à échanger avec leur lectorat, pour la plupart composé de jeunes. Vous voyez combien il y a de jeunes, on va vers eux. Ils ne sont pas obligés d'aller vers nous. Les écrivains vont aller à Jama el-Fna chercher leurs lecteurs. Et je suis très très content et très fier de ce genre d'initiative. Un livre prend totalement son sens quand il rencontre son public. Et c'est toujours intéressant pour un auteur de discuter avec un lecteur ou une lectrice de son ressenti sur le roman. La vie a plus d'imagination que toi. Donc le titre m'a attiré pour le lire. Donc oui, j'ai trop aimé l'ambiance, tout. Donc c'était magnifique. Cette rencontre a également été l'occasion de décerner le prix de la nouvelle, un concours auquel ont participé 52 écrivains en herbe âgés de 18 à 30 ans. L'objectif, encourager à la création littéraire et découvrir de nouveaux talents. Ce prix-là, je l'aperçois comme une aubaine tombée du ciel, un véritable pont vers une nouvelle carrière, dans le sens où je le vois comme une porte d'entrée vers le monde des écrivains marocains, d'expression française, pour être plus précis. Réconcilier les gens avec les livres et la lecture, le pari est encore une fois réussi pour Littératures itinérantes qui a accueilli cette année plus de 3000 visiteurs. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. 7 millions d'électeurs tunisiens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leurs représentants au Parlement. Des élections législatives à l'issue incertaine. À la mi-journée, le taux de participation était de 23%. Des législatives organisées entre les 2 tours d'une élection présidentielle, dans un contexte marqué par le rejet des formations politiques traditionnelles. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al Masaïa et demain Ihsan Benbel pour Infosoir. Excellente soirée sur 2M.